Invité de dimanche en politique, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va d'abord parler de l'Ukraine. Hier, il y avait les dirigeants d'une trentaine de pays alliés à l'Ukraine qui se sont réunis à distance pour redire leur soutien à Volodymyr Zelensky, notamment Emmanuel Macron. Ils envisagent de renforcer le soutien matériel à l'Ukraine, voire envoyer des troupes pour garantir la sécurité si la trêve est mise en place. En attendant, ils ont prévu de renforcer la pression sur Vladimir Poutine pour qu'il accepte le cessez-le-feu. Parce qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Mais d'abord, 30 pays alignés pour soutenir l'Ukraine face à Vladimir Poutine. Est-ce que ça peut peser ? Oui, sans doute. Ça peut permettre à Poutine de comprendre que nous sommes tous d'accord pour dire que l'invasion d'un voisin n'est pas une solution et qu'il y a eu assez de morts jusque-là, y compris assez de morts russes, parce qu'ils perdent aussi du monde, et pas mal. Donc oui, ça peut peser. Mais ce qu'il faut voir surtout, si vous permettez, qu'on sorte du concert des réponses obligatoires, c'est que l'Europe a quelque chose à dire et les Français ont quelque chose à dire. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Nous ne savons pas un mot de la proposition qui est faite à Poutine. Mais moi, je peux vous dire que nous avons, nous, les Européens et les Français, des intérêts particuliers. Primo, dans l'accord, il faut qu'il y ait une protection immédiate des centrales nucléaires par des casques bleus. Parce que, y compris dans la zone de course où en ce moment il y a une aggravation des combats, il y a une centrale nucléaire. Deuxièmement, s'il doit y avoir un traité de paix pour finir, et il faut espérer qu'il y en ait un, alors nous avons une demande à faire qui est de dire nous exigeons que l'on reparle du traité qui interdisait le tir des missiles de portée intermédiaire, 500 à 5000 km, parce que nous, les Français, nous sommes directement concernés. Je vous signale que dans le cas d'une guerre nucléaire, ou même pas nucléaire, avec la Russie, nous sommes en 2 coups terminés, on ferme le pays. La centrale de Nogent et celle qui se trouve dans la vallée du Rhône, ou bien celle qui est dans l'estuaire de la Gironde. Nous sommes en état de, faiblesse par rapport à ce dispositif, même si, il y a des avions tout le temps et des radars, on le sait. Vous dites, vous espérez évidemment un cessez-le-feu, voire la fin de la guerre. La France, dans ce cas-là, pourrait envoyer des troupes pour assurer la sécurité. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça dépend comment on présente les affaires. Si la condition de la paix, c'est qu'il n'y ait aucune troupe de l'OTAN, parce que je rappelle que quand même ça a un point de rapport avec pourquoi la guerre a commencé. Si la condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de troupes de l'OTAN, de toute façon, on peut y mettre des troupes de l'ONU. Et pour ma part, je préfère que ce soit l'ONU qui soit garant de la paix. Plutôt que des troupes françaises. D'abord, plutôt que des troupes françaises, ça c'est absolument sûr. Parce qu'au premier incident... Aux côtés d'autres pays européens. Non, mais au premier incident, on se trouverait co-belligérants. Je vous signale que si les troupes de l'ONU sont là, il y a un commandement militaire à l'ONU. Il faut revaloriser le rôle des instances internationales et pas ramener la guerre là où elle éclate, simplement aux gens qui se trouvent à l'endroit où ça a lieu. Pourquoi ? Parce que la planète entière est intéressée par la conclusion d'une menace de guerre de cette nature. Alors, contre la confiscation des avoirs russes, contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, les députés de la France Insoumise, cette semaine, ont voté à l'opposé sur ces sujets des autres députés. Le RN, lui, s'est abstenu. Le paysage mondial reconfigure le paysage politique national. La proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. Je défends la saisie et l'utilisation des avoirs gelés de la Russie, les 209 milliards qui sont aujourd'hui en Europe. Et je propose que nous les affections à la résistance ukrainienne. Nous voulons un emprunt commun de l'Europe pour aider financièrement l'Ukraine. Nous voulons la souveraineté industrielle européenne en matière de défense. Nous voulons un grand plan de redressement stratégique de l'Europe. Nous souhaitons pouvoir accompagner et faciliter le chemin européen de l'Ukraine en vue d'une future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, contre l'extension des garanties de sécurité occidentale, contre l'utilisation des avoirs gelés, mais pour le soutien au peuple ukrainien, nous nous abstiendrons. Au moment même où il serait plus que jamais temps d'avancer sur la voie d'une diplomatie non alignée et au service de la paix. En somme, contrairement à ce que vous affirmez, ce texte ne renforcera en rien le soutien à l'Ukraine. C'est pourquoi notre groupe votera contre ce texte. Le groupe socialiste votera cette résolution qui témoigne le soutien de la représentation nationale française à l'Ukraine. Pour 288 contre 54, l'Assemblée nationale a adopté. Notre débat intervient alors que la situation est plus évolutive que jamais, au lendemain d'une importante session de négociation qui se tenue à Djeddah entre les États-Unis et l'Ukraine.
Vous n'êtes pas à la table des négociations. Vous avez réussi à déléguer la souveraineté française après Bruxelles, en Arabie Saoudite. Bravo les Européens! J'entendais dans les débats ces derniers jours des gens qui, en quelque sorte, remettaient en cause la menace géopolitique. Le président de la République inventerait la menace russe. Et une grande nation, elle n'a pas à choisir, elle a à répondre. Et surtout, c'est Donald Trump, le président américain, qui a proposé un cessez-le-feu, une trêve. Et pour l'instant, Vladimir Poutine n'y répond pas, ou en tout cas en y posant ses conditions. Donc, est-ce que... Vous auriez préféré qu'ils disent tout de suite. Non, mais Moi aussi. Vous aussi, vous auriez préféré. Mais bien sûr, mais d'abord commençons, pardon s'il vous plaît, le dérouleur c'est bon, mais il y a une réalité politique qui est un peu plus complexe que le noir et blanc que vous êtes en train de mettre en scène. Aujourd'hui, pour vous provoquer, je vais vous dire les choses comme ça, celui qui nous menace physiquement, c'est M. Trump, parce que c'est lui qui vient de mettre des droits de douane qui asphyxie une partie de notre économie. Celui qui menace des nations amies de les envahir ou de les annexer. C'est lui, puisqu'il menace le Mexique, il menace le Canada, qui sont des nations alliées. Et c'est lui qui menace l'Europe, puisqu'il a encore répété il y a 3 jours qu'il occuperait le Groenland le moment venu. Donc, si vous voulez, essayons de regarder la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Notre intérêt vital est que s'arrête la guerre en Ukraine et que cesse l'occupation de l'Ukraine. Pour ça, il faut y mettre des conditions de paix, on l'a évoqué il y a un instant. Maintenant, il y a tout un discours, notamment français, qui est un discours qui ne peut pas me convenir. Nous avons une stratégie de défense. Elle s'appelle la dissuasion. On pense qu'on veut, on peut être contre, mais alors on a une autre discussion. Si nous avons la dissuasion, nous n'accepterons, nous Français, jamais aucune guerre intermédiaire avec quelque ennemi que ce soit, dès lors que nos intérêts vitaux sont engagés. Par conséquent, ou bien la dissuasion nucléaire a un sens, et dans ce cas, nous sommes protégés, ou bien elle n'en a pas, et il faut passer à autre chose. Deuxième point, renforcer l'armement. J'ai vu dans un quotidien ce matin, il faut des bombes, des chars, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc nous ne sommes pas assez équipés. Vous savez aussi bien que moi que l'Europe est à niveau comparable d'efficacité militaire avec la Russie, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en train de perdre notre temps, monsieur, je vais vous le dire bien franchement. Le véritable ennemi que nous avons à affronter, c'est le changement climatique et nous avons besoin d'urgence d'organiser la résistance. Effectivement, vous avez l'occasion de le dire. Mais juste, à propos de la situation en Europe, j'ai compris de ce que... Non, mais vous n'avez pas compris. Si, j'ai compris. Vous aviez... Pardon, est-ce que vous me permettez au moins de rapidement. Parce que je voudrais qu'on parle de l'Europe. Oui, c'est la paix, la guerre, on peut tout casser, mais rapidement. Parce que vous dites à propos de l'Europe, justement l'Allemagne, il y a un changement en Allemagne. Parce que l'Allemagne, qui était sous le parapluie américain, dit aujourd'hui il faut une défense européenne, je rebondis sur ce que vous dites, et pour ne plus dépendre des États-Unis. C'est un grand changement, ça. Ah ben oui. Alors donc, ils vont en tirer comme conclusion qu'ils n'achètent pas des avions américains, qu'ils vont rendre tout le matériel qu'ils ont et qu'ils vont sortir de l'OTAN. Parce que sortir de l'OTAN, j'en sais rien. Ah oui, vous en savez rien. Acheter du matériel français, pourquoi pas? Attendez, vous pouvez tout. Attendez, prenez les choses dans l'ordre. On passe vite d'un petit truc à l'autre et on joue à la guerre. Non, c'est très clair. Moi je vous parle sérieusement. Pas un avion d'une puissance militaire liée à l'OTAN ne peut décoller sans l'autorisation de M. Trump. Vous avez compris? Pas un. Ça veut dire que tous ceux qui, sans écouter une seule fois ce que nous disions, ont fait le choix de rester dans l'OTAN, restent dans la dépendance des Nord-Américains. Voilà la vérité. Mais il faut sortir de l'OTAN maintenant, c'est peut-être pas le moment. Ben bien sûr que si, c'est le moment ou jamais. C'est la preuve que les Américains ne sont pas fiables. Bien sûr que c'est maintenant qu'il faut sortir de l'OTAN. S'il n'y a jamais eu une démonstration de l'incertitude des Nord-Américains, c'est bien aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième question, puisque vous me parlez de Trump, qu'il faut qu'on aborde. Comment ce type est arrivé au pouvoir? C'est une bonne question, non, quand même? C'est une démocratie. Qu'est-ce qui a manqué aux Américains? Les anticorps. Il n'y a pas eu de candidature de gauche contre lui. Il y a eu une candidature de centre-gauche qui a fait fuir les travailleurs. Deuxièmement, nous sommes en France. Nous avons besoin de développer les anticorps parce que nous sommes menacés par le trumpisme à la française qui se trouve chez Le Pen, qui se trouve chez Zemmour, qui est non seulement une machine à fabriquer tout ce qui nuit à l'unité de notre peuple, le racisme et les attaques contre l'esprit, c'est-à-dire les universités. On va y revenir, j'espère, parce que c'est on va y le plus revenir. important. Mais juste une chose, parce que vous avez vu que le président de la République, pareillement, dans son interview à la presse quotidienne régionale aujourd'hui, dit qu'il va réactiver le service national universel pour inciter les jeunes, peut-être, à avoir des vocations, à s'engager, créer une cohésion nationale et peut-être une réserve de défense. Dans votre programme présidentiel, il y avait l'idée de créer une réserve civile. Est-ce que c'est la même chose? Alors, non, c'est pas la même chose. Parce que, honnêtement, les armées, d'abord, il faut bien se rappeler d'une chose. Un service militaire
c'est pas fait pour occuper la jeunesse. Normalement, c'est fait pour organiser les moyens de défense du pays. Tout le reste, c'est du baratin. Mais vous défendiez une réserve civile. Une seconde, écoutez la réponse. Avec maniement des armes. Écoutez la réponse et vous allez être satisfait, vous verrez. Sinon, c'est pas la peine de m'inviter. Alors, pourquoi nous n'avons pas besoin de 300 000 garçons par an à occuper dans des casernes, ni de 600 000 si on y met les filles. Après tout, ça serait bien normal qu'on le fasse. Nous n'avons pas besoin de ça. Par contre, le pays a besoin que ceux qui le veulent sachent comment on fait fonctionner tout ça. Et deuxièmement, surtout d'organiser la résistance passive, de savoir comment on fait en cas d'invasion, comment on fait en cas d'attaque nucléaire, comment on fait en cas d'attaque de bombardement. Sur la base du volontariat. Mais non, la défense civile, c'est tout le monde. Tout le monde. Ah bah, tout le monde. Il s'agit bien de résister. Donc ce serait une période de quelques jours. Non, mais attendez, vous allez voir, c'est pas tout. Il faut que ceux qui font ça soit pas leur... Et ça doit être peut-être, c'est même pas un mois dont on a besoin pour expliquer comment on fait. Mais il y a aussi la résistance civile au changement climatique. Comment on fait? Parce que, qu'est-ce que vous croyez, vous? Que parce que c'est la guerre, il n'y a plus de changement climatique? Vous savez que le matériel, ça ne fonctionne plus au-delà de 50 degrés, comme il est prévu que ce soit. Quand vous avez un vent qui souffle à 100 ou 120 km/h et que vous avez 40 degrés de température, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? D'abord, les pylônes descendent et le matériel ne fonctionne pas. Donc, la résistance de masse de la population aux événements terribles climatiques, c'est la même chose que de résister à une agression. C'est pourquoi je dis, nous perdons notre temps. Tout à l'heure, je voulais vous donner un chiffre pour vous faire réfléchir. L'armement en Europe, ça coûte 130 milliards aujourd'hui. C'est 300 milliards. C'est la somme c'est ça qu'on dépense. C'est la somme dont on a besoin pour assumer la transition énergétique, pour avoir d'autres moyens d'avoir de l'énergie. Vous savez qu'on ne fait pas la guerre sans énergie? Oui. Bon, ben d'accord. Mais il faut aussi se défendre. Donc il faut faire les deux en même temps. Ben, pardon, mais vous êtes en train d'inventer qu'il faut du gasoil pour en foutre dans les chars. Non, mais il faut les deux en même temps. Il faut un peu quand même peser ce qu'on raconte. Nous sommes en train de parler de la manière des vrais dangers que nous affrontons. Nous affrontons quelqu'un aux États-Unis qui nous agresse et nous affrontons quelqu'un en Russie qui, lui, envahit l'Ukraine. Moi, je suis ni Trump ni Poutine. Je ne réserve pas mes coups à l'un. Vous êtes français ou européen dans ce cas-là? Pardon, mais je crois que je suis d'abord contre la guerre. Pardon de vous dire que quand la bombe tombe, elle ne regarde pas sur qui c'est. S'il y a dedans un Français, un Chinois... Donc moi, je suis pour la paix. Et je suis pour l'être d'une manière réaliste. Je vous redis, si la France ne développe pas dans ses propres rangs ses anticorps contre le racisme, comme nous allons le faire dans la marche du 22 mars qui vient... Sur laquelle on va si nous ne le faisons pas, notre pays arrivera divisé devant les épreuves et ce sera la catastrophe garantie. L'unité du peuple français suppose que l'on commence par avoir des anticorps. C'est ça qui a manqué aux États-Unis d'Amérique. Il y a fort à parier, en tout cas, que les enjeux internationaux seront cruciaux lors de la prochaine élection présidentielle et pour le prochain président de la République. Enfin. En plus des meetings ici et là en France, vous avez entamé un tour du monde. C'est peut-être une façon d'être sur tous les fronts. Il est ici chez lui. Jean-Luc Mélenchon. Accueilli en amigo. Ici, on est au Mexique. Pas en campagne, mais en tournée pour son dernier ouvrage traduit en espagnol. Il était en train de lire mon livre. Tu le crois, pareil? Tourisme culturel, rencontre politique. La révolution citoyenne a mené ici une femme de gauche, Claudia Sheinbaum, dont il vante les avancées sociales. 4 ans avant l'âge de départ à la retraite, toute femme au Mexique peut toucher un minimum vieillesse. Mais de retour en France, il lui faut retrouver une voie à gauche dans un pays où on parle surtout réarmement. Ça y est, j'ai dit bonjour à tout le monde. À l'usine Vancorex, menace sur l'emploi et la souveraineté, Jean-Luc Mélenchon désigne les coupables. Les dirigeants français sont en dessous de tout. Ce sont des bavards sans conséquence. Donc, monsieur Bayrou, il faut se réveiller. Sur le terrain médiatique, on le retrouve plutôt conciliant avec le ministre des Armées. Je vais vous dire, le sentiment qu'il m'a donné, évidemment, c'est que lui... Il y en a au moins dans ce gouvernement, s'intéresse à ce qu'il fait. Mais plutôt agacé lorsqu'on évoque les dérapages d'une affiche à connotation antisémite. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures. À l'Assemblée, cette semaine, la bataille se menait sur le terrain du racisme, avec la dénonciation d'un contrôle au faciès. Un policier a sorti son taser et m'a lancé « Si je te tase, tu vas faire quoi ?» Puisqu'on n'écoute pas là, je vais écouter par ici. Le ministre leur tourne le dos, protestation, vacarme et sortie de scène. Passé maître dans l'art du conflit des Insoumis agace. La France insoumise
n'est pas seulement un danger pour notre pays, nos institutions et les Français, c'est une véritable menace pour la démocratie. Mais à gauche, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui crispe. Jean-Luc, cette brutalité, cette façon permanente d'être dans la provocation, de ne pas respecter les institutions, c'est pas possible. Si ce n'est pas possible avec les socialistes français, il lui reste le réconfort de ses lecteurs à Mexico. Pour la lutte, continuer. Ah, tu vois, il parle français. Voilà, les gens de gauche parlent français. Jean-Luc Mélenchon, Martine Aubry qui dit, elle relaie ce que disent certains à gauche, vous êtes toujours dans le conflit, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, a mal observé la réalité. Le conflit, c'est pas moi qui le crée, il existe tout seul. Il est entre les très riches qui se gavent et les pauvres, il est entre les travailleurs qui perdent leur emploi et le gouvernement. Parlez du débat politique. Ah, bon, alors dans le débat politique, vous avez fait les deux choses et montré, vous dites il est conciliant, il faudrait savoir. En effet, j'étais content de voir enfin un ministre qui ne m'insultait pas et qui me proposait un débat. Et je suis prêt, sur cette chaîne, comme sur toute autre, à avoir un débat sur des faits, sur la paix, sur la guerre, sur les armements. Bon, ça c'est... Voilà. Alors après, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est leur seul argument contre moi. Alors, cela dit, il y a un mois, vous disiez, les socialistes ne sont plus nos alliés parce qu'ils avaient refusé de voter la censure contre François Bayrou. 5 fois. Est-ce que pas une, ça pouvait être une erreur, un égarement en sortant de la buvette de l'Assemblée. Donc non, ce ne sont plus vos alliés. Mais est-ce que c'est définitif ou est-ce que ça peut dépendre de celui ou celle qui va être élu à la tête du PS dans 2 mois ? Alors, c'est clair que ça dépendra aussi de qui va être élu, parce que nous préférons ceux qui tiennent parole à ceux qui ne tiennent pas parole. Nous avons signé des accords et le lendemain, ils n'en ont plus rien à faire. Et la preuve, aujourd'hui même, là on est en train de parler tous les deux, il y a une discussion en Saône-et-Loire, il y avait une circonscription qui avait très difficile comme circonscription, donc c'est pour vous dire, il n'y a même pas d'enjeu, il y en a un, mais bon. Et c'était une circonscription qui avait été attribuée à la France insoumise. Aujourd'hui, les socialistes disent que non, ils vont se présenter. Donc, blablabla. soyons clairs, vous préférez que ce soit Olivier Faure qui reste à la tête du PS plutôt que ses concurrents ? Je crois avoir dit exactement le contraire, mais vous avez un esprit curieusement fait. Je viens de vous parler des gens qui ne tiennent pas parole. J'ai compris. Donc Olivier Faure, il ne tient pas parole. Je dis que ni lui, ni aucun de ceux qui dirigent n'ont tenu parole. Et nous, c'est très important. Et ses concurrents, c'est pas mieux ou c'est mieux ? Je n'en sais rien, et à vrai dire, nous, on s'en moque, parce qu'on pense que quand on voit leur vocabulaire, ils passent tous leur temps à nous insulter. Madame Aubry, elle s'en va, elle n'est plus aux élections, donc elle s'en fout, elle peut nous insulter, mais les autres, ils vont se faire élire comment ? Parce que vous croyez que vous allez nous traiter comme ça pendant des mois, et puis surtout, ce que je veux dire, c'est qu'ils nous font perdre eux aussi du temps. Normalement, on devrait, eux, leur boulot, qu'est-ce que c'est ? Ils sont centre-gauche. C'est de ramener les gens de centre-gauche à une alliance de gauche. Ils font le contraire, ils passent leur temps à expliquer que nous sommes un problème, que nous sommes dangereux, que nous sommes sectaires. Je n'ai qu'un mot à propos, puisque vous me parliez de Martine Aubry, quand elle était premier secrétaire du PS, puisqu'il paraît que c'est moi le sectaire, eh bien, quand est-ce qu'elle a fait un accord avec nous, alors que nous venions de finir les élections de 2012 à 11-12%, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle nous a proposé une candidature commune. Jamais, monsieur, même pas quand je suis allé affronter Madame Le Pen, ils n'ont accepté une candidature commune. Donc, si vous voulez, on ne peut pas leur faire confiance. Mais moi, si les gens veulent leur faire confiance, c'est eux qui maîtrisent leur bulletin de vote. Alors, à ce propos, on va retrouver Sophie Dravinel, journaliste politique pour sa carte blanche. Rebonjour Sophie. Rebonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon parlait justement de Marine Le Pen. Oui, absolument. Non, mais attends une seconde. Je veux dire, quand même, le PS, ils viennent le 22 mars à la manif, donc il faut quand même leur reconnaître ça. On va y revenir sur la manif de mars. On va en parler. Parfait. Vous avez toujours dit que ça se terminera entre eux et nous. Évidemment, eux, c'est ceux du RN. Mais est-ce que le RN n'a pas pris quand même un temps d'avance ? Marine Le Pen, elle a été élue 2 fois au 2e tour. Elle est passée 2 fois au 2e tour et ils ont le double de députés à l'Assemblée. Est-ce qu'ils n'ont pas un temps d'avance ? C'est sûr qu'ils ont un temps d'avance. Puis on peut même dire qu'il y a des jours où ça s'aggrave. Chaque fois que quelqu'un de gauche tape sur le Rassemblement ou me tape dessus, pardon, ça ne fait pas gagner une seule voix, mais ça nous en fait perdre. Marine Le Pen a pour elle la force de la cohésion de ce qu'elle représente depuis 56 ans, puisque le Front National, puis le Rassemblement, a été créé en 71. Oui, mais son père, il avait déjà amené tout ça à plus de 10. Donc, il a été présent à un 2e tour contre un candidat qui est Lionel Jospin, qui était la personne que l'on s'attendait à voir au 2e tour. Donc, si vous voulez, il s'est produit en France quelque chose d'annonciateur, qui ensuite a eu lieu aux États-Unis avec Trump. Mettez un socialiste en candidat et vous êtes sûr d'avoir l'extrême droite au 2e tour. Avant d'en arriver là, Marine Le Pen attend une décision de la justice fin mars pour son procès sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen. Elle risque l'inéligibilité et juge que ce serait profondément antidémocratique. Est-ce que vous dites, vous aussi, que ce serait antidémocratique ? Écoutez, moi, je me suis déjà exprimé là-dessus, je me répète.
Primo, je ne suis ni juge ni policier. Donc, ce n'est pas à moi de vous dire maintenant si elle est condamnable ou pas. Ce que je sais et que je peux dire maintenant, oui, mais les règlements européens, c'est une autre paire de manches, mais ce que je peux dire maintenant, s'il lui était appliqué la peine qui est de dire « elle est inéligible maintenant même, avant qu'elle ait pu présenter une voie de recours », alors oui, je dis, ce serait inéligible. La justice... Ce serait pas une bonne décision, ça que vous voulez dire. Ah pardon, oui, je veux dire... Ce serait injuste. Le contraire, excusez-moi. Oui, ce serait pas juste. Ce serait pas une mesure de justice. Dans un État de droit, tout le monde doit avoir le droit de faire appel. Si on refuse à Marine Le Pen le droit de faire appel, alors ce droit sera refusé à tout le monde et ce serait une erreur. Malgré tout, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, ce serait Jordan Bardella sans doute, qui est favorable à l'union des droites. Est-ce que ce ne serait pas un candidat plus coriace encore ? Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas en état, moi, de vous dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'extrême droite. Mais lui, sa personnalité. Entre un fasciste et un autre, bon... Tout ça me dépasse. Bon, après tout, ils choisissent ce qu'ils veulent. Monsieur Bardella a pour lui un certain charme tiktokien. Mais bon, ceci dit, ça ne remplace pas le reste. Hein. Oui. Mais à la prochaine présidentielle, il y aurait au moins 2 candidats de gauche, vous et celui d'une ligne Glucksmann-Hollande, dont vous disiez ces candidats à propos des États-Unis tout à l'heure, candidats de centre-gauche qui font fuir les travailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas un risque au bout que la gauche soit éliminée avant le 2e tour ? Ah, c'est possible. C'est pour ça que nous devons nous organiser pour gagner malgré cela. Et comment Comme la dernière fois. La dernière fois, nous avons eu tout le monde candidat, y compris Fabien Roussel, qui, avec ses 800 000 voix, alors qu'il était notre allié à l'élection précédente, a paralysé l'accès au 2e tour. Mais c'est la démocratie. Donc, nous devons être plus forts que tout le monde. Est-ce que vous considérez que les municipales sont un moyen, justement, pour une sorte de course d'élimination et de mise sur le piédestal? Je pense que c'est différent, une municipale, hélas, d'une présidentielle. Évidemment, mais vous avez des ambitions très fortes aux municipales. Ah ben, partout où il y a des listes, nous ambitionnons de gagner. Bon, c'est normal, c'est humain. Non, pour nous, la municipale, c'est un exercice d'enracinement et surtout d'autoconstruction de la citoyenneté populaire. Il n'y aura pas d'union de la gauche au municipal? Il y en aura ici et là, mais la règle pour nous, c'est qu'on ait des listes partout, sauf exception. Donc les exceptions se discuteront. Mais vous savez, c'est la même chose chez, par exemple, les Verts. Mais c'est une forme de primaire qui ne dit pas son nom pour la présidentielle, tout de même. Non, ça n'a rien à voir. Les gens, aux élections municipales, ils désignent une équipe municipale, ils choisissent un maire. Comment vous allez exprimer votre force, alors, M. Mélenchon? Mais c'est fait, madame. Si on a une élection présidentielle, quelle force avons-nous? Celle de la précédente. Nous avons fait 22%. Quand vous dites nous, c'est vous. C'était vous le candidat. Non, oui, d'accord, mais enfin, quand même, vous dites que vous faire l'honneur aux gens qui ont voté pour un programme de penser qu'ils revoteraient pour un programme. Ils ne votent pas pour un bonhomme, mettons les choses à leur place. Parce que vous dites toujours que vous voulez être remplacé. C'est votre ambition pour la prochaine présidentielle. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faudra une super compétence internationale pour le prochain président de la République et les prochains candidats. À part vous, à la France Insoumise, qui l'a? Dans beaucoup. Parce que, si vous voulez, ce qui a changé, d'abord, premièrement, les gens savent que nous travaillons sérieusement, que nous avons un programme, on est les seuls à en avoir. Deuxièmement, nous avons des équipes constituées. Tout à l'heure, vous passiez Bastien Lachaud, c'est le navire amiral de notre système défense. Pour les affaires étrangères, vous avez Arnaud Le Gall. Et puis les dirigeants Mais pour faire un président de la République, c'est autre chose. Oui, mais je ne sais pas, vous avez l'air d'être mieux informé. Ah non, pas du tout. Non, mais nous, on a fait on a juste fait 3 campagnes. Non, mais attendez, merci de vos conseils, mais nous, on a juste fait 3 campagnes, donc on a une idée de comment on fait. Et puis, nous préparons des gens. Et vous avez envie d'y aller. Et j'ai une responsabilité personnelle. Et vous avez envie d'y aller. Et vous avez envie d'y aller. Tout ça. Envie, dans le moment, c'est pas le mot, vous voyez. Merci Sophie. Merci Sophie. Compte tenu de quel traitement qu'on me réserve. Merci. Vous parliez des rassemblements et des appels à manifestation le 22 mars partout en France contre le racisme et les idées de l'extrême droite. Oui. Je voudrais qu'on précise, le racisme, c'est quoi? C'est au sens large, toutes les discriminations, l'islamophobie, l'antisémitisme dedans? Ah, évidemment. L'antisémitisme, on le cite séparément compte tenu du fait que l'antisémitisme a produit le premier massacre de masse connu en Europe, qui est l'assassinat de 6 millions de personnes. Bon, donc ça vaut la peine qu'on le mentionne de manière distincte. Donc ce sera aussi une manifestation, en quelque sorte, contre l'antisémitisme. Eh bien, ça va de soi. Pourquoi séparerait-on l'antisémitisme des autres formes de racisme? Mais, par exemple, Pierre, moi je me bats sur tous les fronts, comme vous l'avez dit gentiment il y a un instant, mais figurez-vous que hier, c'était la journée mondiale, à l'appel de l'ONU, contre l'islamophobie. À part les dirigeants de la France Insoumise, silence radio sur le sujet.
Alors vous êtes régulièrement accusé, en revanche, d'antisémitisme. Par qui? Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe autour de ce qu'on peut appeler l'affaire Cyril Hanouna, cet animateur de télévision caricaturé. Qui, monsieur Le Tellier? Vos opposants de droite, par exemple. Oui. Ils vous accusent de ça. Oui. Et vous pensez que c'est juste ou pas? J'en sais rien, je vous dis, ils vous accusent. Donc voilà ce que vous êtes en train de faire. Non, mais comment vous envisagez répliquer ou contrer les accusations d'antisémitisme? Il y a des discussions sur le sujet. Moi, je dis, on ne peut rien contre ça. Bien faire notre travail et laisser braire. Pourquoi? Parce que c'est une offensive, cher monsieur Le Tellier, politique, vous venez de le dire. L'affaire Cyril Hanouna, c'est une offensive? Mais évidemment, vous n'avez qu'à regarder où ça démarre, renseignez-vous un peu. Ça démarre sur les réseaux sociaux par l'extrême droite, puis c'est relayé par la sphère médiatique Bolloré, qui tient beaucoup d'appareils, et après, vous avez tous ceux qui sont là pour aboyer en cadence et dire oui, 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 parce qu'ils pensent qu'ils vont nous disqualifier comme ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre, monsieur Le Tellier, c'est ça qui est fantastique à voir. À part cette accusation, que peuvent-ils dire aujourd'hui contre la France insoumise? Nous ne nous sommes pas trompés sur l'OTAN, nous ne nous sommes pas trompés sur Trump. Restons sur l'antisémitisme 2 secondes, parce que ça vous colle au basque, vous voyez bien. Non. Régulièrement, ça revient. Mais regardez. Ça revient. Oui. Alors, juste une chose. Non, mais attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire. L'extrême droite accuse, puis ça monte dans la sphère Bolloré. Puis tous les gentils, comme vous et les autres, disent « Ah, quand même, il y a un problème », c'est-à-dire que vous nous recollez la pancarte. C'est exactement comme ça qu'on fait pour attribuer une étiquette. Par exemple, vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non mais attendez, vous êtes radin ou pas? Est-ce que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors attendez, donc maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme? Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée. Bon après-midi, merci, bon dimanche et à la semaine prochaine.